Bonjour à tous en ce mercredi 23 janvier et bienvenue pour la 19e émission de Radio IM Pro. Alors, on commence par les infos concernant l'IM Pro comme toutes les semaines, les jeunes en stage, donc que vous ne verrez pas dans les couloirs de l'IM Pro. Rokia, Najami, Paul, Zenaba, Antoine et Carla. Je vous rappelle la tenue du bal vendredi 1er février, donc vendredi prochain, de 19h30 à 23h30. Je rappelle à tout le monde que l'entrée est gratuite pour les adhérents et qu'elle est payante de 8 € pour les non-adhérents au foyer. Donc il vous reste une semaine à peu près pour être adhérent au foyer. Donc je vous conseille fortement de prendre votre carte d'adhérent. Comme ça, vous pourrez rentrer gratuitement au bal. Le thème du bal, ça sera le voyage autour du monde. Et en plus de pouvoir danser et de pouvoir vous éclater sur de la musique, il y aura également un petit quiz sur les différents pays du monde. Avec notamment, normalement, un petit lot à gagner. Donc contrairement aux autres semaines, cette semaine on va pas pouvoir retrouver Tony pour une présentation des professionnels de l'IM Pro, car on a présenté un peu tout le monde à l'IM Pro. Mais on va retrouver Tony pour une autre chronique. Tony qui va nous présenter un événement qui se tient tous les ans, le Printemps des Poètes. Donc on retrouve Tony. Tous les ans a lieu le Printemps des Poètes. C'est un concours de poésie qui se tient cette année du 9 au 25 mars 2019. Le thème choisi cette année, celui de la beauté. Je vais vous lire un poème sur ce thème en espérant que vous aurez envie de participer à cet événement. J'ai vu une enfant violentée rêver devant un amandier en fleurs. J'ai vu un homme emprisonné retrouvé soufflé à la lecture d'un poème. J'ai vu le ciel déverser des tonnes d'azur sur nos morts. J'ai vu la neige brûler moins que les arbres. J'ai vu le soleil consoler un coquelicot et réciproquement. J'ai vu un arc-en-ciel en cavale sous l'orage. J'ai vu un ange noir chanter sous les étoiles. Et je n'ai trouvé qu'un mot pour dire cela qui transcende le chaos, éphémère et la joie mêlée de nos vies, la beauté. Merci à Tony pour sa lecture de poèmes sur la beauté. En espérant que cela vous donne envie de participer au concours du Printemps des Poètes. Et tout de suite, on va retrouver Ornella pour sa chronique Plus tôt ou plus tôt. Ornella, c'est à vous. Plutôt rap ou plutôt rock? Rap, Plutôt grec ou plutôt McDo? grec, Plutôt film d'horreur ou plutôt film d'action? film d'action, Plutôt foot ou plutôt basket? foot, Plutôt travail ou plutôt vacances? vacances, Plutôt blonde ou plutôt brune? brune, Plutôt les anges ou les marseillais? marseillais, Plutôt piercing ou plutôt tatouage? tatouage, Plutôt bal de l'IM Pro ou plutôt film devant la télé? film de la télé, Plutôt douche ou plutôt bain? douche, Plutôt rap ou plutôt rock? Rap, Plutôt grec ou plutôt McDo? grec, Plutôt film d'horreur ou plutôt film d'action? horreur, Plutôt foot ou plutôt basket? foot, Plutôt travail ou plutôt vacances? vacances, Plutôt blonde ou plutôt brune? rien, Plutôt les anges ou plutôt les marseillais? rien, Plutôt piercing ou plutôt tatouage? rien, Plutôt bal de l'IM Pro ou film devant la télé? rien, Plutôt douche ou plutôt bain? rien, Plutôt rap ou plutôt rock? plutôt rock, Plutôt grec ou plutôt McDo? McDo, Plutôt film d'horreur ou plutôt film d'action? film Plutôt d'horreur, foot ou plutôt basket? foot, Plutôt travail ou plutôt vacances? vacances, Plutôt blonde ou plutôt brune? brune, Plutôt les anges ou plutôt les marseillais? les Marseillais, Plutôt piercing ou plutôt tatouage? tatouage, Plutôt bal de l'IM Pro ou plutôt film devant la télé? film à la télé, Plutôt douche ou plutôt bain? douce, Plutôt rap ou plutôt rock? Rap, Plutôt grec ou plutôt McDo? grec, Plutôt film d'horreur ou plutôt film d'action? film d'horreur, Plutôt foot ou plutôt basket? Plutôt travail ou plutôt vacances? travail, Plutôt blonde ou plutôt brune? Plutôt blonde ou plutôt brune? blonde, Plutôt les anges ou plutôt les marseillais? les anges, Plutôt piercing ou plutôt tatouage? tatouage, Plutôt bal de l'IM Pro ou film devant la télé? film devant la télé, Plutôt douche ou plutôt bain? douche, Plutôt rap ou plutôt rock? rap, Plutôt grec ou plutôt McDo? McDo, Plutôt film d'horreur ou plutôt film d'action? action, Plutôt foot ou plutôt basket? foot, Plutôt travail ou plutôt vacances? travail, Plutôt blonde ou plutôt brune? brune, Plutôt les anges ou plutôt les marseillais? Marseille, Plutôt piercing ou plutôt tatouage? tatouage, Plutôt le bal de l'IM Pro ou plutôt film devant la télé?
Vous prenez une boîte de l'impro. Plutôt douche ou plutôt bain? Bon. Plutôt rap ou plutôt rock? Rap. Plutôt grec ou plutôt McDo? Aucun des deux. Plutôt film d'horreur ou plutôt film d'action? Film d'action. Plutôt foot ou plutôt basket? Foot. Plutôt travail ou plutôt vacances? Vacances. Plutôt blonde ou plutôt brune? Brune. Plutôt les anges ou plutôt les Marseillais? Aucun des deux. Plutôt piercing ou plutôt tatouage? Aucun des deux. Bah demi-impro ou film devant la télé? Film devant la Plutôt télé. douche ou plutôt banc? Douche. Merci à Ornella pour la chronique plutôt. Et tout de suite, on passe aux informations. Alors, en France, tout d'abord. 22 départements français ont activé le plan Grand Froid, ouvrant de nouvelles places pour l'hébergement des sans-abri, a annoncé le ministère de la Cohésion nationale. De nouvelles chutes de neige sont attendues à l'est des Ardennes, à la Bourgogne, avec des cumuls de 5 à 10 cm. Angela Merkel et Emmanuel Macron ont proclamé leur volonté de rapprocher leurs deux pays et faire avancer l'Europe en signant un nouveau traité qui provoque un tollé parmi les nationalistes des deux pays. General Electric envisage de supprimer jusqu'à 470 postes à travers la France. Toujours pas de nouvelles de l'avion dans lequel se trouvait Emiliano Sala. Le footballeur avait envoyé un message vocal à des proches dans lequel il s'inquiétait de l'état de l'avion. Dans le monde, les présidents turcs Recep Erdogan et russe Vladimir Poutine doivent discuter de la Syrie à Moscou. Le pape François arrive au Panama dans le cadre des Journées mondiales de la jeunesse. En Thaïlande, le roi annonce des élections législatives, une première depuis le coup d'État qui a porté l'armée à la tête du pays. Et tout de suite, on va retrouver l'actu sport avec Aurélien. Alors tout de suite, on retrouve Aurélien pour le journal des sports. Et donc, au menu du journal des sports, aujourd'hui, il y a du tennis, du rugby, du football et du hand. Alors on commence par le tennis. Nouvelle journée intense à l'Open d'Australie avec les quarts de finale, dont le match très intense entre Novak Djokovic et le japonais Nishikori. Ce matin, le français Lucas Pouille s'est qualifié pour les demi-finales de la compétition en battant Milos Raonic. 7-6, 6-3, 6-7, 6-4. En rugby, L'équipe de France débute son stage de préparation au prochain tournoi Destination. en football, Toulouse a battu Reims en 16e de finale de la Coupe de France. Le score était de 4-4 avant les pénaltys. Guingamp a battu Nancy 1-0 hier soir grâce à un but de Djilo Bodji. Villefranche a éliminé les Herbiers et Lyon-Duchère a éliminé Andrézieux. et enfin, on finit ce journal des sports avec deux focus. Donc d'abord, le premier focus, un focus sur le hand et la qualification de l'équipe de France pour les demi-finales du mondial de hand de 2019. Les Français sont qualifiés pour les demi-finales du mondial de handball avant leur dernier match grâce à la victoire des Allemands sur les Croates 22-21 ce lundi 21 janvier à Cologne. Les Bleus ont suivi la rencontre à leur hôtel après leur séance d'entraînement quotidienne. De repos également mardi, ils vont pouvoir se préparer tranquillement pour la demi-finale prévue vendredi à Hambourg. Il leur faudra attendre aujourd'hui pour connaître leur adversaire, la Norvège, la Suède ou le Danemark. Si la Norvège domine logiquement la Hongrie, déjà éliminée dans l'après-midi, le match décisif opposera les Suédois aux Danois en soirée à Herning. Pour se qualifier, la Suède devra absolument battre le Danemark et pas sur n'importe quel score. Il reste une multitude de scénarios. Pour simplifier, si elle l'emporte d'au moins 3 buts, elle obtiendra son billet aux dépens de la Norvège. Si elle l'emporte d'au moins 6 buts, c'est le Danemark qui passera à la trappe. Lundi, la Suède, qui avait tout gagné jusque-là, s'est mise en difficulté en perdant contre la Norvège 30-27. Devant son public, le Danemark a pris le meilleur sur l'Égypte 26-20. Aujourd'hui, les Français disputeront leur dernier match de poule contre la Croatie avec pour objectif de garder le bon rythme avec une 6e victoire en 7 sorties. Et surtout de ne pas se blesser. Les Bleus, double tenant du titre, sont deuxième derrière l'Allemagne à égalité de points, 9, mais avec un net retard à la différence de but, moins 5. La Mannschaft jouera son dernier match contre l'Espagne, terminé en pole position, permettrait peut-être d'éviter le Danemark en demi-finale. Le match entre les Allemands et les Croates a été âpre, défensif et stressant pour les 18 000 supporters de l'Arena de Cologne. Le pays organisateur a pris un petit matelas d'avance
à 3 buts après la pause, 11-11. Mais les Croates sont revenus à égalité à 8 minutes de la fin, 18-18, puis sont repassés brièvement devant. C'est l'ailier du Paris Saint-Germain, Uwe Gensheimer, qui a mis fin au suspense en donnant 2 longueurs d'avance aux Allemands d'un but sur son aile gauche. Plus que dans cette rencontre, c'est la veille que les Croates avaient commis le faux pas fatal en s'inclinant contre le Brésil 29-26. Eh bien, merci à Aurélien pour ce focus hand sur la qualification de la France pour les demi-finales de la Coupe du Monde de hand 2019. Après ce premier focus d'Emilien sur le hand, je vais vous faire un focus sur la disparition d'Emiliano Sala, l'ex-joueur du FC Nantes. À 28 ans, Emiliano Sala était à la veille de faire fortune, on veut dire vraiment fortune. De 40 000 € mensuels bruts au FC Nantes, l'attaquant argentin venait de paragrapher un contrat avec le FC Cardiff, lui promettant environ 300 000 € bruts. Un prix plus en rapport avec le rendement d'un joueur qui fut début décembre le meilleur buteur de Ligue 1. Il a clôturé sa demi-saison nantaise à 12 buts, à égalité avec un Kylian Mbappé qui lui joue avec les meilleurs joueurs du monde. Lundi dans la soirée, le petit appareil de tourisme monomoteur Piper PA46 Malibu, affrété par le club gallois qui rallie Cardiff depuis Nantes avec le joueur à son bord, en plus d'un autre passager et du pilote, a disparu à une vingtaine de kilomètres au nord de l'île de Guernesey. Mardi en milieu d'après-midi, les recherches maritimes et aériennes, difficiles en raison d'une mer agitée et d'une mauvaise visibilité, n'avaient rien donné. Drôle de destin que celui d'Emiliano Sala, une vie de joueur pour s'extirper de la masse, depuis un prêt en national, 3e échelon à Orléans, où les témoins sidérés voyaient ce type un peu gauche disputer chaque match comme s'il s'agissait d'une finale de Cup à Wembley, jusqu'à son transfert depuis Bordeaux vers Nantes en 2015 pour la modique somme de 1 million d'euros, et sa disparition lundi au moment précis où il accède au rang de star. On l'avait croisé un soir de match 1-1 à Ajaccio en décembre 2015 alors que des supporters corses traitaient l'un de ses coéquipiers d'Albanais de merde. En brandissant un drapeau serbe, Salah n'avait pas eu un regard pour les tribunes ni pour l'Albanais en question, qui bouclait son décrassage. Même sentiment lointain quand un reporter de l'équipe lui a fait remarquer en octobre qu'il avait un meilleur ratio nombre de buts divisé par nombre de minutes jouées depuis le début de saison que Lionel Messi. Les Anglais ont un mot pour cela, focused, exprimant une personnalité entièrement consacrée sur la mission qu'elle s'est assignée. À 15 ans, je suis parti de mon petit village, dans le nord-est de l'Argentine, pour une école de foot affiliée aux Girondins de Bordeaux, Proyecto Crescer, a-t-il expliqué. J'avais beaucoup de détermination et je n'aimais pas les études. Salah fut donc l'une des merveilles de la mondialisation du ballon. La sous-traitance, autant dire les choses, de la formation des pays riches, où la double construction du joueur et de l'étudiant revient cher à des contrées moins soucieuses des perspectives du gamin en cas d'échec dans le foot. Un petit côté marche ou crève. Rapatrié au centre de formation de Bordeaux à 20 ans, Salah n'a pas fini d'en baver. Dans Ouest France, il expliquait « Quand je suis arrivé en France, j'ai commencé à prendre des cours, mais je crois que la plus grosse difficulté que j'ai vécue, c'était à Orléans. Ça m'a beaucoup marqué dans ma carrière par rapport aux circonstances. Je ne parlais pas encore bien la langue, je n'avais pas de mobilité, donc je dépendais des autres pour aller à l'entraînement, pour faire les courses. Ça a été dur, mais ça m'a donné la force pour continuer à suivre mon objectif de jouer en Ligue 1. Je suis fier de ce que je suis maintenant. » Le joueur s'exprime ainsi en 2015. À ce moment-là, sa volonté et son sens du combat ne font pas encore des ravages. En bonne demi-saison à Caen, 13 matchs et 5 buts, où Bordeaux l'a encore renvoyé en prêt, et une modeste saison en cours à Nantes, où il inscrira 6 buts en 31 matchs. Mais bon, il est fier puisqu'il est enfin installé dans le paysage de la Ligue 1, et que ça fait une sacrée trotte depuis ses débuts en Argentine. Jusqu'à son explosion cet automne, le joueur quasi invisible, ou plutôt respectueux et discret, selon un ex-coéquipier, dans les vestiaires de ses équipes, n'aura cessé de s'expliquer ainsi. La rage, le caractère, jusque dans les footings, en espérant que cette férocité en toute chose développe ce 6e sens qui permet au buteur d'avoir cette fraction de seconde d'avance qui fait la réussite. Coïncidence étrange, ces deux meilleures demi-saisons, Caen en 2015 et Nantes en 2018, l'auront été sous la conduite d'entraîneurs Patrice Garande et Veid Alilodzic, ayant évolué comme lui au poste d'attaquant quand il était joueur. Peut-être alors s'est-il senti mieux compris, moins isolé. Le départ de Salah à Cardiff aura été un sketch à épisodes. 3 mercatos d'affilée que l'Argentin voit la fortune à portée de main pour peu qu'il quitte les bords de la Loire. Un vaste jeu de poker menteur, la règle du genre, visant à vendre le joueur le plus cher possible, qui s'installe entre lui, les dirigeants de Nantes et un Alilodzic rétif à voir filer un type qui lui met quand même la moitié de ses buts. Fait rare, alors que la plupart des joueurs traînent les pieds à l'entraînement pour forcer leur départ, lui aura utilisé cette vexation d'être retenu contre son gré pour renforcer sa détermination et son rendement sur le terrain. Il y gagnait enfin un bon de sortie pour Cardiff, facturé 17 millions d'euros, dont 50% revenant aux Girondins de Bordeaux, qui tout en ne croyant pas aux joueurs avaient gardé quelques billes dans l'affaire en le transférant vers Nantes. Des fois que Emiliano Sala, c'est aussi une histoire de mondialisation. Mardi, tout portait à croire qu'elle s'est achevée tragiquement.
Et tout de suite, on va retrouver Tony pour un article un peu musical, avant de passer à un extrait musical. On va parler de l'arrestation de Chris Brown, qui est en garde à vue à Paris pour soupçon de viol. Alors, le chanteur de 29 ans est actuellement entendu par la police judiciaire de Paris dans une enquête sur des faits ayant eu lieu à l'hôtel Mandarin Oriental. Donc, on écoute Tony qui va vous raconter l'histoire. Selon les informations concordantes du Point et du Parisien, le chanteur américain Chris Brown a été placé ce lundi 21 en garde à vue dans les locaux du premier district de la police judiciaire à Paris dans le cadre d'une enquête pour viol aggravé et infraction à la législation sur les stupéfiants, appris France Info ce mardi 22 janvier de sources judiciaires. Ce lundi 21 janvier, le magazine Closer révélait que Chris Brown faisait actuellement l'objet d'une enquête après une plainte déposée par une femme de 24 ans. Le magazine a appris quelques accusés à la star américaine d'avoir abusé d'elle sexuellement dans la nuit du 15 au 16 janvier dernier à Paris. Selon dire la jeune femme de la déposition relayée par Closer, elle aurait rencontré Chris Brown lors d'une soirée en boîte de nuit dans le 8e arrondissement de Paris. La soirée se serait ensuite poursuivie en compagnie d'autres femmes dans l'hôtel où séjournait le compagnon de Rihanna, l'hôtel Mandarin Oriental dans le 1er arrondissement de la capitale. Toujours selon les informations de Closer, la jeune femme ne serait ensuite retrouvée seule avec le chanteur qui l'aurait violée. Le garde du corps de Chris Brown ainsi qu'un ami du chanteur aurait également abusé sexuellement de la jeune femme. Les deux hommes ont également été placés en garde à vue pour ces faits. Eh bien, merci Tony pour ce petit article sur les ennuis de Chris Brown à Paris. Donc tout de suite, nous allons passer à un petit extrait musical. Donc l'extrait musical de ce matin, c'est l'extrait musical d'un groupe qui s'appelle Mocadelic. C'est de l'électro et le morceau s'appelle Doomed to Live.
Et tout de suite, on retrouve Aurélien pour les sorties cinéma du mercredi 23 janvier. Alors, 5 films choisis cette semaine. Donc, on commence par le premier, Green Book, Sur les routes du Sud, de Peter Farrelly, avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini. En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le docteur Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d'une tournée de concerts. Deuxième film sélectionné cette semaine, Yao, de Philippe Godot, avec Omar Sy, Lionel Louis Basse, Fatoumata Diawara. Depuis son village au nord du Sénégal, Yao est un jeune garçon de 13 ans, prêt à tout pour rencontrer son héros, Seydou Tall, un célèbre acteur français. Invité à Dakar pour promouvoir son nouveau livre, ce dernier se rend dans son pays d'origine pour la première fois. Troisième film sélectionné cette semaine, L'Ordre des médecins, de David Roux, avec Jérémy Régnier, Marthe Keller et Zita Enro. Simon, 37 ans, est un médecin aguerri. L'hôpital, c'est sa vie. Il côtoie la maladie et la mort tous les jours dans son service de pneumologie. Quand sa mère est hospitalisée dans une unité voisine, l'univers de Simon, ses certitudes et ses convictions vacillent. Quatrième film sélectionné cette semaine, Un berger et deux perchés à l'Élysée. Donc c'est plutôt un documentaire de Philippe Lespinasse, Pierre Carl, avec Jean Lassalle. Ancien berger, Jean Lassalle décide de se présenter à l'élection présidentielle. Pierre Carl et Philippe Lespinasse décident de passer à l'action. Ils se proclament ses conseillers de campagne, avec l'ambition secrète de révéler sa vraie nature, celle d'un révolutionnaire anticapitaliste. Dernier film sélectionné cette semaine, donc c'est un film d'animation japonais, Le Château de Cagliostro, de Hayao Miyazaki, avec Yasuo Yamada, Eiko Masuyama, Kiyoshi Kobayashi. Le célèbre Lupin dévalise un casino mais perçoit que les billets volés sont des faux. En compagnie de son acolyte Jingen, Lupin enquête sur cette fausse monnaie qui le conduit au château de Cagliostro. Ils apprennent alors qu'une princesse détiendrait la clé d'un fabuleux trésor. Bien, merci Aurélien pour ces sorties ciné de la semaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Après cette présentation des films de la semaine, on va retrouver Laura qui va nous parler un peu, on est toujours en cinéma, qui va nous parler des Oscars 2019 avec quelque chose qui ne passe pas inaperçu, c'est les femmes qui sont encore reléguées au second plan. Donc pour vous en parler, on écoute Laura. Cette année encore, il faudra se passer de femmes dans les principales catégories des Oscars dévoilées ce mardi 22 janvier. Les nommés qui composent la 91e cérémonie des Oscars font déjà de nombreux mécontents. Le souhait d'une meilleure diversité de la part de l'Académie commence à faire son chemin, mais les femmes, elles, restent une nouvelle fois sous-représentées pour cette 91e édition. Si le début des changements des Oscars cette année a par exemple permis à Spike Lee de connaître ses premières dominations dans les catégories meilleur réalisateur et meilleur film, après plus de 3 décennies de carrière, les progrès à réaliser sont encore vastes et à juger par le nombre de films dirigés par des femmes en 2018 et absents de la liste des Oscars. Et c'est notamment la catégorie meilleur réalisateur qui consacre les colères. Il faut en effet remonter jusqu'en 2010 pour trouver mention d'une réalisatrice nommée dans cette catégorie. À l'époque, Catherine Bigelow avait d'ailleurs remporté la statuette dans cette catégorie pour Des mineurs et reste aujourd'hui encore la seule femme à avoir été sacrée meilleure réalisatrice aux Oscars. Sur Twitter, l'annonce des nommés ce mardi 22 janvier a provoqué une nouvelle slave de critiques de la part des internautes et de certains professionnels du milieu à l'encontre de la messe du cinéma hollywoodien.
Un film en particulier semble fédérer autour de cette cause. Mary Stuart, Reine d'Écosse, le long métrage de la réalisatrice britannique Josie Rourke, avec deux femmes, Saoirse Ronan et Margot Robbie, dans les rôles principaux, aurait pu être le candidat idéal pour offrir ne serait-ce qu'un peu plus de parité au sein des catégories. Nommée pour les meilleurs maquillages et coiffures et les meilleurs décors, Mary Stuart, Reine d'Écosse, aurait pu concourir dans de nombreuses autres catégories. Mais il semble avoir été en concurrence avec un autre film d'époque au personnage principal féminin, La Favorite, qui, de son côté, accumule 10 nominations, dont celle du meilleur réalisateur pour le grec Yorgos Lanthimos. Autre réalisatrice qui aurait pu prétendre à mieux, Marielle Haller et son film Can You Ever Forgive Me, sélectionné pour meilleure actrice, meilleur auteur dans un rôle secondaire et meilleur scénario adapté. Seul point positif sur un tableau bien sombre pour les femmes cette année, le cas Black Panther, le film des studios Marvel, est présent dans cette catégorie, dans celle du meilleur film, une première pour un film du genre super-héroïque dont le casting et les équipes de production sont essentiellement composées d'Afro-Américains. Autre fait remarquable pour le film de Ryan Coogler, la nomination d'Anna Bechler dans la catégorie meilleur décor. Il s'agit de la toute première femme afro-américaine nommée dans cette catégorie. C'est à elle et J.R. que l'on doit les décors du pays fictif du Wakanda. Dans le passé, elle a notamment travaillé pour un autre film oscarisé, Moonlight, où sont les décors de Creed et du clip Lemonade de Beyoncé. Bien, merci Laura pour cette petite présentation des Oscars de 2019 et avec l'oubli des femmes dans ce palmarès. Ce matin, pour finir sur le cinéma, j'ai décidé de vous faire un focus sur un grand monsieur du cinéma américain qui ne laisse jamais de marbre. Ce monsieur, c'est Clint Eastwood. Le comédien revient à l'écran dans La Mule pour brouiller encore une fois les concepts de bien et de mal. Depuis plus d'un demi-siècle, Clint Eastwood oscille entre les figures de régulateurs implacables et de perdants magnifiques. Cette ambivalence nourrit la fascination que l'acteur et cinéaste exercent sur les spectateurs. Elle reflète celle de l'Amérique, dernière frontière à jamais entachée par le génocide indien, l'esclavagisme, la violence endémique, celle qu'induit la culture des armes comme celle que pratique Wall Street. Clint Eastwood a longtemps déchaîné la colère de l'intelligentsia. L'infamante étiquette de fasciste qu'elle lui a collée n'a pas tenu longtemps. Au fil d'une riche filmographie, il s'est posé en allié des losers, des femmes et des enfants, des paysans ruinés et des héros du quotidien comme Sully, le pilote qui a posé son avion sur l'Hudson. Anarchiste de droite, humaniste déçu, il navre nombre d'admirateurs en soutenant Donald Trump et porte un regard désenchanté sur un pays désenchanté. Il sait que d'honnêtes épiciers sont des assassins dans Mystic River. Les personnages d'un monde parfait roulent vers le malheur dans une Amérique vivant ses derniers jours d'insouciance avant l'assassinat de Kennedy. Il signe des films de guerre, Mémoire de nos pères, en rappelant que nos victoires ne sont pas aussi héroïques que nous le pensons. Il connaît un des plus gros succès de sa carrière avec American Sniper. Il est impossible de déterminer si ce portrait d'un tireur d'élite ayant fait quelques 150 victimes en Irak célèbre un héros de la démocratie ou dénonce un assassin médaillé. Le personnage eastwoodien est mort en saint et martyr dans Gran Torino. 10 ans après, il revient à l'écran dans La Mule. À 88 ans, l'acteur incarne un nonagénaire qui se fait convoyeur de cocaïne. Cet anti-héros, finalement plus nostalgique que cynique, incarne la grandeur perdue d'une Amérique dans laquelle les retraités doivent s'acoquiner avec les cartels pour joindre les deux bouts, la cellule familiale a volé en éclats, l'appareil législatif entrave l'action des représentants de la loi. Enfin, Clint Eastwood, ci-devant pistolero impavide, flic brutal ou boxeur jovial, ose s'exhiber dans la fragilité du grand âge. Un peu voûté, sec comme s'il était lyophilisé, l'acteur casse une dernière fois son image. Il tourne en dérision cette figure de Knock Matois, dépassée par les avancées du monde contemporain, et inspire au crépuscule un sentiment de fraternité universelle. Et tout de suite, on retrouve Ornella et Janise pour la question bête du jour. Ornella et Janise, c'est à vous. Pourquoi la magie n'existe-t-elle pas? Je sais pas moi. Je sais pas moi. Pourquoi la magie n'existe-t-elle pas? Je sais pas. Eh pas. Ça. Pourquoi la magie n'existe pas?
Parce que la magie existe partout. La magie de Noël, la magie des magiciens, bon, voilà. Vas-y. Vas-y. La magie n'existe pas. Pourquoi la magie n'existe pas? Voilà. Je ne sais pas, Janice. Je sais pas. Si la magie n'existe pas. Pourquoi la magie n'existe pas? Allez, une Parce réponse. qu'on est dans la vraie vie, pas dans une vie fausse, artificielle ou magique. Vas-y. Pourquoi la magie n'existe pas. Pourquoi la magie n'existe pas? Pour moi, la magie, elle existe. Ça existe la magie? Non, ça n'existe pas. Développe. Parce que pour moi, il y a des magiciens. Moi, je crois à leur tour. Ils font disparaître des trucs, ils font réapparaître d'autres trucs. Des fois, ils font disparaître des femmes, des hommes. Moi, j'y crois à la magie. Merci à Janice et Ornella pour leurs questions bêtes posées à l'ensemble des jeunes et des professionnels. Et tout de suite, on retrouve, pour finir cette émission de radio, on retrouve une page un peu culturelle avec les nouveautés qui sortent au Festival d'Angoulême. Et cette année, une grande innovation, c'est le manga au Festival d'Angoulême 2019. Donc pour vous en parler, on va accueillir Tony et Aurélien. Longtemps ignoré dans ce grand royaume de la bande dessinée qui se tient du 24 au 27 janvier, la programmation manga s'est largement étoffée cette année. Français, le manga a été pendant très longtemps boudé au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Depuis 2 ans, des efforts sont pourtant réalisés pour mettre à l'honneur la bande dessinée japonaise. Les amateurs de manga pourraient même être surpris en cette 40e édition qui se tient jeudi 24 à dimanche 27 janvier. Petit tri dans la programmation pour une virée 100% japonaise. Fini la bulle manga, place à Manga City. Cette année, les stands et animations des éditeurs de BD japonaises quittent le centre de la ville pour s'occuper le stade de football Léonide Lacroix à proximité de la gare SNCF, mais l'espace agrandit pour passer de 900 m² plus de 2500 mètres selon le journal de Sud-Ouest. Il faudra donc compter sur les navettes gratuites et un peu de patience pour rejoindre les lieux d'exposition. Après les grands maîtres Kazuo Kamimura et Osamu Tezuka, c'est à un autre prodige du manga, Taiyo Matsumoto, d'investir le musée d'Angoulême de jeudi 24 janvier à dimanche 10 mars. Depuis 30 ans, l'auteur d'Amer Béton, de Ping Pong et Sunny a su sans cesse renouveler ses techniques pour bâtir une œuvre inimitable dont le thème central reste la représentation de l'enfance. Taiyo Matsumoto sera également présent au festival pour une masterclass samedi 26 janvier de 14h à 16h au CGR et une rencontre internationale le lendemain de 13h30 à 15h à l'espace Manga City. Au début des années 2000, les amateurs de manga français découvrent une œuvre de science-fiction sombre, violente et exaltante, blâme, passionnée d'architecture, de romans d'anticipation américains et par le travail du plasticien Hans Ruedi Giger pour le film culte Alien. Son auteur Tsutomu Nihei ne s'est depuis lors jamais arrêté. À travers des œuvres comme Knight of Sidonia et le récent Apophis Zimsm, il a su s'attaquer au space et aux récits apocalyptiques sans se départir de ses thèmes de prédilection comme le rapport entre l'humain et la machine et la recherche de la définition de l'humanité. Une exposition ouverte
Seulement le temps du festival à l'espace Franquin d'Angoulême offre une rétrospective des 20 ans de carrière de ce bourreau de travail et d'imagination. Kentaro Sato, le dessinateur qui revisite l'image des Magical Girls. C'est Lolita au pouvoir magique sera présent pour des dédicaces sur le stand d'Akata, mais aussi une rencontre internationale le vendredi à 13h. En sélection officielle avec son manga Blue Giant, portant sur un musicien qui veut devenir jazzman, Shinichi Ishizuka tiendra une conférence samedi à 13h. Elle a fait sensation au Japon cette année avec sa toute première série Beat Star. Une fable moderne et un huis clos dans un pensionnat de lycéens où les élèves sont des animaux. Paru Itagaki discutera avec les lecteurs français samedi à 15h. Auteur de séries horrifiques comme Dragon Head ou des plus solaires comme Shisakobe, Minetaro Mochizuki viendra présenter son nouveau manga, une adaptation dessinée du film L'île aux chiens de Wes Anderson. Il ira également à la rencontre de ses lecteurs le dimanche à 10h30. Plusieurs mangaka français seront également présents dans l'espace manga, à commencer par Tony Valente, auteur de Radiant, mais également Renaud Lemaire, pionnier du manga en France avec sa série Dreamland. Pour la deuxième année, le prix Konishi de la traduction de manga japonais en français sera remis vendredi 25 janvier à 17h. 10 titres sont en lice. Par ailleurs, plusieurs mangas concourent en sélection officielle dont le palmarès sera remis le samedi en fin de journée. Les albums sélectionnés sont à retrouver sur le site du festival. Merci à Tony et Aurélien pour cette présentation du manga au Festival d'Angoulême de 2019. Et tout de suite, on retrouve Jelza pour un coin cuisine. Jelza, dans sa rubrique cuisine, veut nous parler d'une spécialité de son pays. Et Jelza va nous parler de la recette de Kosovo et du baklava. La recette de baklava kosovarde. Alors, on commence par les ingrédients. 200 grammes, 12 feuilles de filet de 300 grammes. 25 grammes, 250 grammes de beurre. 100 grammes de sucre de poudre. 100 grammes de noix hachées. Pour le sirop. 200 grammes de sucre. 210 millilitres d'eau. Ouais. 200. D'eau. 200 grammes de millilitres de miel. Et un sucre vanillé. Très bien. Alors, je vous relis une fois vite fait les ingrédients si vous n'avez pas eu le temps de noter parce que ça va un peu vite. 12 feuilles de filo, 250 g de beurre, 100 g de sucre en poudre, 150 g de noix hachées. Pour le sirop, 400 g de sucre, 270 ml d'eau, 200 ml de miel et un sucre vanillé. Alors, maintenant la recette. Mélangez les noix hachées au sucre en poudre. Faites fondre le beurre. À l'aide d'un pinceau, badigeonnez de beurre 3 feuilles de filo sur les deux côtés et disposez-les les unes sur les autres sur la plaque du four recouverte de papier sulfurisé. Étalez un peu de mélange de noix sur toute la surface de la troisième feuille. Renouvelez l'opération encore 2 fois, puis terminez avec 3 feuilles badigeonnées de beurre. Avec un couteau bien aiguisé, prédécoupez des carrés égaux de 8 cm environ, puis redécoupez-les en triangles. Enfournez et faites cuire 20 minutes. Préparez le sirop, versez l'huile dans une casserole, ajoutez le sucre vanillé et le miel, portez à ébullition et laissez bouillir 5 minutes en mélangeant de temps en temps. Sortez les gâteaux du four et arrosez-les aussitôt avec le sirop encore bouillant. Laissez refroidir, puis séparez les parts de baklava et posez-les sur le plat de service. Pourquoi vous avez choisi cette recette ? C'est une recette kosovar qui représente mon pays. Oui. À peu près qui des traditions qu'on fait la fête familiale, comme on dit. C'est un plat qu'on retrouve dans les fêtes. La fête, donc tout ça. Bon, on a fait cette recette représente mon pays parce que pendant l'Aïd, on fait la fête, une grande fête. On fait une famille, enfin, nos amis, tout ça. Et donc c'est une recette qui est très bonne. Très sucrée. Très bonne. Très bonne et très sucrée. Et comment on dit bon appétit en kosovar ? Bofmir. Ok. Tout de suite, on retrouve la météo avec Janice. Alors Janice, demain il y aura des
Nuage. Des nuages. Il fera 0 degré le... Oui, le matin. Et 3 degrés. L'après-midi. Effectivement. Et vendredi, Janice, est-ce que vous pouvez nous dire le temps? Il va faire quoi? Il va... Hein? Il pleut. Il pleut. Il pleut, ouais. Et il fait 3 degrés le... Matin. Et 4. Le matin. 4 degrés là. L'après-midi. Super Janice, eh bien merci pour la météo. C'est déjà la fin de la 19e émission de Radio EM Pro. On se reverra la semaine prochaine pour la 20e émission spéciale autour du monde. Et on vous souhaite une bonne fin de journée et un bon week-end. À la Merci. semaine À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.